Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Alors je pense que c'était des fameuses soirées où t'avais fait petite champagne shower et t'avais renversé du champagne sur mes toutes nouvelles platines. Il y a 2 ans et demi, j'ai mixé avec Diplo. Et les jours où ça va pas, je me dis, j'ai quand même eu les balls d'aller voir ce type. Très rapidement, en fait, t'es passé de MJ qui mixe dans cette villa à MJ qui mixe dans des énormes festivals. Qu'est-ce que t'as mis en place pour aller aussi vite? J'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup entraîné, j'ai grave bossé ma visibilité et mon networking. Raving George, ça te dit quelque chose? Ouais, tout à fait. On lui répondait juste pas parce que c'était juste une femme. C'est quoi la place de la femme maintenant en tant que DJ? Et la place de la femme est devenue plus importante dans n'importe quelle industrie. Quand t'es une femme, t'as énormément de pression, tu dois prouver 3 fois plus que les autres. Tomorrowland au Mexique, je leur ai dit que je serais à Toulouse, j'avais déjà mon billet d'avion, c'était complètement faux. L'été dernier, il me semble, on t'a vu jouer sur l'accord à Tomorrowland, ce qui est pour moi en tout cas une des plus belles scènes. J'adore la musique qui y joue, j'adore aussi juste la scénographie. Est-ce que cet été on va te voir sur la main stage? La main stage de Tomorrowland. Hello à tous, moi c'est Dorian, je fais de l'e-commerce, je suis également en train de développer un SaaS avec mes 2 associés Alexis et Mathieu, que j'embrasse. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai de l'amour pour la musique et c'est pour ça que je suis hyper heureux d'accueillir une DJ belge, Julie Morton, aka MJ. Salut MJ, what's up, comment tu vas? Et est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nos auditeurs? Très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent pas, donc mon nom de scène c'est MJ, ça fait 7 ans que je fais de la musique électronique, donc je suis plus spécialement active dans le spectre house music, indie dance. Je fais des shows en Belgique, à l'étranger. Je sors aussi beaucoup de musique, donc sur Spotify, les réseaux, etc. J'avais une petite question avant qu'on commence un peu plus deep. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Alors je pense que c'était des fameuses soirées près de Charleroi. Ouais, exactement. Et je pensais à ça ce matin et je repensais à nos souvenirs. Et la dernière fois où tu avais fait petite champagne shower et tu avais renversé du champagne sur mes toutes nouvelles platines. Eh ben, c'est exactement ce que j'avais en tête ce matin, comme toi. Ouais. En gros, la première fois qu'on s'est rencontrés, MJ et moi, on mixait chacun à une soirée. Moi, je mixais avant et elle mixait vers minuit. Et à minuit, c'était l'anniversaire de mon associé, enfin qui est maintenant aujourd'hui mon associé, qui s'appelle Mathieu. Et on avait popé une bouteille de champagne et ça s'était renversé sur tes platines. Donc Ouais. désolé pour ça. C'est pas grave. Très bonnes marques, elles sont toujours top. Ouais. Alors, moi, ce que je voulais savoir en premier lieu, c'était, je voulais un peu connaître ton rapport à la musique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait toute ta vie ou est-ce que c'est justement venu par après? Est-ce que tu as toujours grandi avec de la musique, etc. Et puis, au final, le cheminement jusqu'à devenir DJ, à quel moment tu te dis, OK, je deviens DJ? Du coup, la musique, ouais, ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis très jeune, dans la famille, les parents, les radiocassettes dans la voiture, etc. Je pense que c'était vraiment une façon de me libérer, de me donner du baume au cœur. Et j'ai pas une enfance très facile. Et ça m'a vraiment libérée. C'était un bel échappatoire. Après, j'ai grandi comme un peu n'importe quelle personne en Wallonie. Tu sais, on a des soirées, mais c'est des soirées très orientées commerciales, pop, R&B. On est influencé par la variété française, tout ce qui est francophone au final. Et donc, j'ai développé mon amour pour la musique électronique bien plus tard, en fait, quand en master, j'ai rencontré mon partenaire actuel, donc il y a 10 ans, où lui m'a emmené dans mes premiers festivals de musique électronique. Alors, le premier festival, c'était avec Solomon. OK. Et je peux te dire que j'étais pas bien parce que j'étais là, où sont les paroles? Où sont la musique? Ah, où sont ouais, les ouais, voix? d'accord, ok, Où ok. est-ce que je peux chanter? Parce que j'avais l'habitude, en tout cas, de sortir dans des soirées très commerciales. Ok. En fait, tu te fais entertain avec des voix, avec des chansons où il y a beaucoup de paroles. Et bah là, ouais, la musique électronique, c'est clair que faut un peu s'habituer, faut s'imprégner. Je pense que c'est une musique un petit peu plus intellectuelle où il faut avoir des codes. Et donc, ouais, ça a mis un peu de temps, mais en fait, j'ai vraiment ouvert la boîte de Pandore. Ok, d'accord. Parce qu'il y a énormément de genres, d'artistes que tu veux aller Ouais. voir, etc. Donc voilà, j'avais quel âge? J'avais 23 ans, j'en ai 32 aujourd'hui. Donc mon parcours a commencé un petit peu à s'orienter vers des voyages pour aller voir certains artistes, certains festivals, certains concerts, etc. Donc c'était un peu mon temps libre, ma passion, parce qu'à l'époque, je suis diplômée de Solvay, donc je travaillais vraiment tout ce qui était business startup orienté mode design, donc j'étais très focus carrière. Mais les week-ends, quand j'avais du temps libre, ça se présentait comme ça. Et ensuite, un voyage à Barcelone. J'ai un ami qui m'a dit viens, ce soir, je fais une soirée. Et je savais pas du tout qu'il était DJ. Donc, je suis allée le voir à sa soirée. Et en fait, le gars est arrivé, il a mis sa clé USB, il a commencé à mixer pour ses potes. Super énergie, vraiment un truc qui s'est créé. On n'était pas beaucoup, mais... Et je me suis dit, ouais, mais moi aussi, je veux faire ça. Parce que je me suis rendu compte que c'était accessible. Ok.
Ah, Donc c'est marrant parce que là, c'était un peu justement une des questions que je voulais te poser. Déjà, premièrement, est-ce qu'il y a un set qui t'a vraiment marqué ou peut-être au tout début où tu t'es dit waouh, là il se passe vraiment quelque chose, donc c'est peut-être en l'occurrence ouais, c'était celui-là. pas du tout un set Ah, avec un gros artiste ouais, ou avec une musique que je kiffais spécialement, mais c'est un set où j'ai une révélation qui m'a montré que c'était accessible et que cette personne qui était un ami à moi, DJ, c'était pas son travail, c'était une passion. ok. Il pouvait quand même être là derrière les platines. Tu sais, moi, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, t'as aucune idée de comment ça fonctionne. Et tu Ouais. vois des gros DJ. À l'époque, moi, un gros DJ en Belgique, c'était Henri PFR. Et je me disais, il a fait une école, il est né là-dedans, il a une formation, c'est son travail, quoi. Tu vois, Ouais, c'est un bien sûr, bien travail. sûr, Pour bien moi, sûr. c'était pas accessible. Accessible, ok. C'était pas accessible, c'était un travail, fallait étudier. Et voilà. Et en fait, ce jour-là, ça m'a prouvé que pas du tout. Du coup, parce que moi, du coup, je te rencontre à cette soirée dans cette villa et j'ai l'impression que très rapidement, en fait, t'es passé de MJ qui mixe dans cette villa à MJ qui mixe dans des énormes festivals. Comment, parce que tu dis, ok, ça me paraissait pas accessible, mais là, c'était très accessible. J'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est allé tellement vite par rapport à d'autres DJ que moi je connais. Comment tu expliques, qu'est-ce que tu as mis en place pour aller aussi vite, en fait? Après, ça dépend ce que tu veux dire par vite. Parce que tu vois, moi qui suis dans le milieu tous les jours, aujourd'hui ça fait 7 ans, je commence seulement un peu à gagner ma vie et je fais pas un salaire de ouf, c'est vraiment Ok, genre le strict minimum. ok. J'ai eu de la chance d'avoir fait des investissements, de pas avoir un gros crédit, etc. pour pouvoir mener ce lifestyle. Sinon, clairement, j'aurais dû avoir un job en plus sur le côté, Ok. tu vois. Mais je pense que ce qui a fait en tout cas ma force et qui a fait que ça a pu aller plus vite que certaines personnes, c'était le contraste avec la scène belge, peut-être la musique que j'amenais, qui n'est pas une musique très rapide, qui n'est pas une musique hyper trendy, mais j'ai toujours été fidèle à moi-même, fidèle à mon style. Je pense que j'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup entraînée, j'ai aussi grave bossé ma visibilité et mon networking, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, qui prodent dans leur chambre, etc., mais qui vont pas forcément aller vers l'extérieur. Moi, j'ai vite compris en fait que c'était très important de rencontrer les gens, voilà, de faire ton réseau, de construire ton nouveau monde en fait, et Te faire surtout voir. toujours être respectueux, être Mhm. gentil, être ouvert. Et Dieu sait si j'ai pas reçu des critiques et des gens qui étaient envieux, alors qu'au final, il y avait pas vraiment de quoi être envieux, parce que tout le monde a sa place, tu vois. Des critiques comme quoi? Comme quoi, j'avais des bookings parce que je suis une femme, Ah ouais, d'accord, ok. ou que j'étais une DJ Instagram, alors que tu me connais sur Instagram, tu vois. Ouais, Moi, je bien suis sûr, pas bien non sûr. plus Ouais, non, non, bien sûr que non. hyper active à tout montrer, influence style. J'ai jamais fait une collab, j'ai jamais. Ouais. Mais j'ai commencé à mixer avant le Covid. Et puis il y a eu le Covid, donc c'est vrai que moi, pendant le Covid, je me mettais en scène, je faisais des petites vidéos, des trucs sur YouTube, etc. Et je pense que ça a tout doucement un peu familiarisé ma communauté, quoi. Ok, 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 d'accord. C'est marrant que tu parles de être booké plus rapidement parce que tu es une femme. Raving George, ça te dit quelque chose? Ouais, tout à fait. Ok. Charlotte. Donc, pour ceux qui savent pas, Raving George, c'est le pseudonyme que Charlotte de Witt utilisait il y a pas si longtemps que ça. Il y a encore une quinzaine d'années, ou peut-être un Oh, peu elle mixait plus. de la house et de l'EDM d'ailleurs, hein. Ah ouais? Ok, Ah ouais. ça, je savais pas par contre. Mais du coup, elle utilisait ce pseudonyme parce que dès qu'elle envoyait Charlotte de Witt à des bookers ou à des boîtes de nuit, etc., pour pouvoir mixer, en fait, on lui répondait juste pas parce que c'était juste une femme. J'ai l'impression que s'il y a eu un gros switch dans la musique, tu peux un peu expliquer ça. C'est quoi la place de la femme maintenant en tant que DJ? Et même, j'irais même plus loin, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'être une femme DJ ou c'est pareil, c'est égal selon toi? Donc en fait, je pense que clairement, notre monde a changé de manière générale et la place de la femme est devenue plus importante dans n'importe quelle industrie. Forcément, ça en a découlé dans la musique. Mais il faut pas oublier qu'avant, le travail de DJ, c'était un travail assez ingrat où tu étais relayé au fond du club, tu faisais des horaires horribles, tu n'étais pas super bien payé. Et donc, c'était pas le truc que les femmes au foyer voulaient faire ou les jeunes femmes aspiraient, entre guillemets. Et je pense que l'avènement des réseaux sociaux, ça a clairement poussé les femmes à désirer plus ce métier qu'avant et avoir plus de créativité et voilà, en tout cas, un métier plus intéressant que DJ il y a 20 ans, quoi. Ouais, donc en fonction de ça, les femmes se sont plus lancées dans la musique, je pense. Il y a toujours eu des artistes, concerts, tu vois, musique, chant, etc. Mais spécifiquement dans le DJ, je pense que ça a eu un gros impact. Après, faut pas oublier non plus qu'encore aujourd'hui, c'est 90% d'hommes dans l'industrie. Donc quand tu vois des line-up, c'est quand même pas beaucoup de femmes. Les femmes font souvent les warm-up. Donc il y a quand même encore un progrès à faire. Et je pense qu'en effet, peut-être au début, c'est plus facile pour une femme parce que, tu sais, les clubs, les festivals, ils veulent des quotas, ils veulent bien se faire voir, ils doivent respecter des prorata, etc. Donc, tu as peut-être plus de chances d'être bookée si tu es une femme. Après, il faut tenir sur la longueur parce que quand tu es une femme,
tu as énormément de pression, tu dois prouver 3 fois plus que les autres et tu es toujours sujet à des critiques, et cetera. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a une sensibilité féminine qui est hyper importante et que clairement les hommes n'ont pas, en fait. C'est vrai que moi, j'en vois de plus en plus tourner. Moi, personnellement, je trouve ça bien, quoi. Moi, j'adore voir de plus en plus de femmes mixer. Je trouve que c'est intéressant de voir tout type de DJ mixer de manière générale. Ok. Merci pour cette réponse. Du coup, en préparant ce podcast, on m'a dit MJ, c'est la DJ la plus saine du game. Et j'aimerais du coup en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Enfin, déjà, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Est-ce que tu fais vraiment attention à ton sommeil? Est-ce que, je sais pas, moi, tu prends des compléments alimentaires? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que aussi, c'est pas compliqué de vivre sainement alors que justement, tu vis dans un monde où, on va pas se le cacher, le sommeil, on n'y pense à la limite pas. L'alcool est omniprésente, la drogue, n'en parlons pas, etc. Voilà. Bah, je pense que comme dans tout, en fait, la clé, c'est l'équilibre. Et quand j'ai choisi de faire cette passion qui est très vite devenue un métier, j'ai compris en fait que pour tenir sur la longueur, j'allais devoir changer pas mal de choses. Et au final, c'est un peu triste à dire, mais quand tu commences la musique, tu te rends compte que les week-ends, ben, c'est plus des soirées, c'est plutôt le travail. Et c'est incroyable parce que ça te procure vraiment cette adrénaline. Bah voilà, rencontrer ta communauté, jouer de la musique, écouter les sons que tu as digués pendant des heures sur des gros sound systems et tout. Moi, c'est pour ça que je vis, tu vois. Après, il y a des sacrifices à faire dans le sens où bah, tu vas plus en soirée pour t'amuser, pour être dans le public. En fait, il y a tellement de paramètres que tu dois prendre en compte. Tu réfléchis beaucoup trop et tout. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup me remettre en question, à penser, faire des plans, etc. Et donc, en fait, tu te rends compte que les soirées, elles changent et que tu dois en fait adapter ton mode de vie. En tout cas, pour moi, c'était hyper important d'adapter mon mode de vie et de trouver ma routine de la semaine, d'avoir un mode de vie très sain, focus sur bien manger, bien dormir, le sport, etc. Pour le week-end, voilà, pouvoir avoir des horaires qui sont un peu plus stretchés. Moi, je sais plus dormir jusqu'à midi, grasse mat, etc. Mon cerveau, il se réveille 7-8 heures, je suis OP, quoi. Sauf que, bah, bien sûr, quand tu vas dormir à 5 heures, ton corps, il est assez fatigué. Et donc, en fait, ouais, ça passe par bien manger, faire beaucoup de sport. Ma priorité la semaine, c'est vraiment aller à la salle. Donc, je vais au Mix. Ok. Et le Mix a ouvert, donc Mix Brussels, pour ceux qui connaissent pas, c'est un complexe sportif où tu peux faire énormément d'activités, mais tu as aussi des zones de bien-être, sauna, jacuzzi, massage, piscine intérieure, extérieure, tu as la forêt de Swan juste à côté. Et en fait, moi, c'est vraiment mon havre de décompression. Et je vais là-bas vraiment pour me vider l'esprit. Je fais du sport tous les jours. Ok. Voilà, moi, je suis pas une grosse cardio, aller dans les tours et tout, parce que justement, mon objectif de sport, c'est pas mon physique, c'est pas les muscles, c'est mon bien-être, c'est décompresser et c'est surtout étirer mon corps, étirer mes muscles, étirer mon dos. Parfois, tu es dans des postures. Et comme j'ai un métier qui est très actif, où je suis au final toujours debout, en train de danser, toujours sur la route, etc., c'est quand même pas mal de cardio, entre guillemets. Et donc, quand je suis au sport, ouais, je vais vraiment travailler ma souplesse et mon mental, au final. Je fais du sport pour le mental, quoi. C'est un peu... la semaine dernière, j'avais interviewé Stefano, du coup, et lui disait un peu comme toi, en fait, c'est limite une sorte d'investissement en lui pour après pouvoir mieux produire. Tu vois. Ouais. Je sais pas si toi, tu le vois comme ça, mais peut-être que tu te prépares un peu la semaine pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Et que si justement, tu mettais pas tout ça en place, en fait, tu subirais en fait tous tes sets peut-être. Je sais pas, où tu t'accumulerais de la fatigue au fur et à mesure des semaines, par exemple. Ouais, c'est sûr. Et après, faut pas oublier que, en fait, bon, tu peux voir DJ comme quelqu'un qui fait un set le week-end et qui travaille 1 heure par week-end, entre guillemets, si t'as un set. Mais moi, je gère une entreprise. Je gère une entreprise, il y a énormément d'administratifs, de comptabilité. La majeure partie de mon temps, je le passe à créer des sons, à envoyer les sons à mon ingé son pour qu'il puisse faire le mixing, toutes les échanges avec les labels, les collaborations avec des artistes, etc. Et en fait, il n'y a jamais une journée qui se ressemble, mais la semaine, je bosse aussi à fond et parfois c'est un peu difficile parce que tu vois, le lundi, il y a tout qui reprend, mais moi, si j'ai mixé le samedi, le lundi, je suis encore un peu à moitié off. Si je veux avoir 2 jours de pause, entre guillemets. Et donc, je dois vraiment en fait avoir un emploi du temps assez strict, assez structuré pour pas procrastiner aussi parce que tu travailles à la maison. Moi, mon studio, il est à la maison. J'ai vraiment essayé de me mettre des routines de méditation, de bloquer mes applications, de faire des détox
pour pouvoir, en fait, reposer mon système nerveux et vraiment essayer d'être le plus apaisé possible pour favoriser mon sommeil. J'ai aussi, depuis 2 mois, j'ai Oura, la bague Oura qui Ok, traque. ouais, je vois. C'est un truc de ouf, hein. Moi, j'ai un Whoop. Enfin, Ouais. là, je l'ai pas. Mais le Whoop, c'est encore plus. Euh, Je pense que c'est encore plus précis aussi pour les activités sportives, etc. Parce que Ouais. j'avais comparé. Mais la Bagoura, ça m'a vraiment aidé à comprendre mes heures de sommeil, etc. Et c'est difficile, mais moi, par exemple, je dois aller dormir à 22 heures si je veux vraiment rentabiliser mes heures de sommeil profond. Ouais. Ok, Mais c'est tout un. Parfois, c'est un petit peu anxiogène parce que tu es là, tu réfléchis sur tout, tu es vraiment dans le contrôle, tu plus place à la. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, de balance entre les deux. Ouais, et puis le sommeil, enfin, je pense pendant des années, c'était aussi bien vu les gens qui dormaient pas beaucoup. C'était un peu, ouais, si tu dors pas beaucoup, t'es un peu quelqu'un C'est une machine, quoi. Ouais, t'es une machine, c'est ça. Alors qu'au contraire, j'ai l'impression que c'est grave en train de switcher. Et puis surtout, on se sent beaucoup mieux quand on dort mieux. Moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je prends le Whoop, parce que pendant des années, j'ai un peu lésigné sur le sommeil. Et là, maintenant, c'est une des choses que je dors quasiment tous les jours sans réveil. Bon, je me réveille tôt, hein, je me réveille automatiquement tôt, mais je dors quasiment tous les jours sans réveil. Si je dois dormir 30 minutes de plus, je dormirai 30 minutes de plus. Tu respectes Et, vraiment ton corps, et ça, je respecte de fou. Mais c'est la première fois que j'entends une DJ parler de façon aussi saine de tout ça. Parce que je peux te dire que moi, en l'occurrence, surtout quand je suis ici à Bruxelles, j'en côtoie quand même pas mal. Peut-être pas à ton niveau, mais je peux te dire que la plupart, ils n'ont pas des rythmes de vie très très sains, quoi. Ouais, après, tu sais, moi, j'étais une grosse teufeuse à l'époque, tu vois. Ok. J'étais toujours la dernière dans les soirées. Bon, je faisais pas beaucoup d'after parce que j'ai jamais vraiment pris beaucoup de drogue, donc je carburais de ouf à l'alcool. J'étais vice-reine des Bleus à l'université quand j'ai fait mon baptême. C'est quoi ça, vice-reine des Bleus? Quand tu fais ton baptême, t'as un concours qui s'appelle le Roi des Bleus, et en fait, c'est celui qui affole le plus de bière. Ah ouais, d'accord. Putain, je te voyais pas du tout comme ça. Ouais, moi, j'étais no limite, quoi. No limite. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à mes amis que j'arrêtais de boire de l'alcool, on m'a tous regardé, on m'a dit, mais what? Ouais. Et moi, j'étais la première à juger les gens qui buvaient pas d'alcool et à dire, ah, purée, cette meuf, elle boit pas, elle est fucking boring, franchement. Et après, c'est vrai que t'as des gens, t'as envie de leur donner un petit verre parce que faut qu'ils se détendent et faut qu'ils sourient un peu, etc. Moi, j'ai jamais eu besoin de l'alcool pour exister. Je suis quelqu'un d'hyper extraverti, j'adore faire rire les gens, j'adore faire le show, etc. Donc, tout à mon avantage de pas avoir besoin de l'alcool pour décompresser, etc. Et puis, je serais hypocrite de te dire que je veux un monde sans alcool parce que c'est mon travail. Ouais, bien sûr. Et si les clubs vendent plus d'alcool, il y a plus de clubs, moi, j'ai plus d'argent pour être payé. On n'a plus de budget pour les DJ, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, tout le business tourne aussi en grande partie autour de ça. C'est ça. Est-ce que, selon toi, un DJ qui a envie d'être à très haut niveau, de monter à très haut niveau, d'être connu mondialement, doit absolument, impérativement produire du son? Non. Okay. Non, je pense clairement pas. Après, je pense que ça aide. Mais aujourd'hui, il y a tellement de possibilités d'accéder au niveau que tu veux, que ce soit avec la création de contenu sur les réseaux, que ce soit en engageant des gens qui vont produire des sons pour toi, les ghost producers, ça faut pas oublier, mais c'est une énorme partie de notre écosystème dans la musique. Et ces ingénieurs son, ils dépendent vraiment des artistes et des DJ qui vont leur commander, si tu veux, des sons. Ils ont peut-être choisi... Il y a de tout, tu vois. Ils ont peut-être choisi une inspiration, ils ont peut-être été en studio, etc., avec le Ghost. Mais ça fait vraiment partie de notre scène. Et je pense aussi que ton réseau, être bien entouré, avoir des gens qui croient en toi, il y a des gens qui vont te pousser. Donc, il y a une part de chance, il y a une part de visibilité. Mais je pense aussi que le plus important, c'est être actif sur la longueur. Et c'est avoir le mental pour faire face aux phases, en fait, où il y a un peu moins, où il se passe un peu plus... voilà, il y a un peu plus de silence, il y a un peu moins d'actu, il y a un peu moins de demandes qui rentrent, etc. Et en fait, ces phases-là, il faut vraiment garder la face et se dire, OK, c'est normal, j'ai des phases qui sont plus calmes, mais en fait, ça va être pour créer, ça va être pour refaire mon catalogue de sons, pour pouvoir renvoyer au label, etc. Et donc, il faut toujours jongler entre ces phases où il y a plus, ces phases où il y a moins. Jamais se comparer sur les réseaux. Moi, je vois des meufs, en 2 ans de temps, elles ont percé, elles gagnent 4 fois plus que moi, elles font le tour du monde et tout. Et t'as tendance à dire, purée, pourquoi elle, pas moi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est normal, c'est humain, tu vas te remettre en question, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Moi, je me suis toujours battue contre mon mental.
Mon but dans la vie, c'est de plus avoir mon mental et mon ego qui me parlent. Ok. C'est mon but ultime. C'est le jour où j'aurai un ego complètement apaisé et un mental qui sert juste à analyser, mais pas à prendre des décisions. Ok. Ça va tout changer pour moi. Ok. Et ça passe aussi par comprendre qu'il y a des gens qui ont ce chemin-là, toi tu as ce chemin-là, et aussi relativiser et te dire, ok, mais en fait, si en 2 ans tu arrives là, mais qu'est-ce qui te reste après en fait? Et au plus vite t'es là, au plus vite t'es là aussi. Et en fait, la musique pour moi, c'est le long terme. Ouais, bien sûr. C'est le long terme, c'est les petites étapes. C'est un marathon. Ouais, c'est un marathon, et le plus important, c'est de voir que t'évolues et de regarder derrière toi, de voir ce que t'as fait. Enfin, tu vois, moi, il y a 2 ans et demi, j'ai mixé avec Diplo. Ouais. Et les jours où ça va pas, les jours où je me dis waouh, je me dis j'ai quand même eu les balls d'aller voir ce type que j'avais jamais vu de ma vie et de le dire mais en fait on va faire des B2B pour fermer la scène. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? Comment ça s'est passé ça? Parce que en plus c'était vraiment une de mes questions donc. Ouais, en fait j'avais fait mon premier tour au Mexique. J'ai souvent été au Mexique, j'avais toujours manifesté, pouvoir jouer là-bas, etc. Bon, c'était pas une scène forcément accessible, on est quand même un peu loin et tout. J'ai fait beaucoup de voyages pour que ça se passe. Et en fait, j'ai eu de la chance, mon premier booking, c'était Tomorrowland au Mexique. Alors, encore une fois, là, j'y suis allée au talent, j'ai été rencontrer les gens, je leur ai dit que je serais à Toulouse, j'avais déjà mon billet d'avion, c'était complètement faux. Je voulais y aller, j'avais pas mon billet d'avion, je savais qu'il y avait ce festival et j'étais là, comme j'y vais souvent, je vais dire que j'y serai quoi, tu vois. C'est un gros move en fait. Hein. Ouais, c'est fake it till you make it, tu vois. Ouais, exactement. Genre, exactement. J'ai pas menti, mais je leur ai dit, j'y Mais serai. c'est juste que tu t'as vois. la dalle quoi. Ouais, mais alors il faut. Bien sûr, comme j'avais déjà mixé au festival, je savais que ça allait être. Que c'était un peu plus accessible, tu vois. Je suis pas allée en mode allez-y, écoutez ma musique et tout. Non. J'ai eu des conversations avec ces personnes, je voyais qu'il y avait de l'intérêt, j'ai vu une porte ouverte, j'y suis allée. Faut pas aller au forcing, etc. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui forcent et tellement de gens qui s'imposent que moi, ça a jamais été vraiment ma stratégie. Ma stratégie, c'est vraiment faire ton truc dans ton coin, shine, montrer que t'es visible en effet, mais surtout attirer les gens par le bouche à oreille et par la qualité de ta musique. Pour moi, c'est la base. Ouais, donc je suis allée au festival. Qui a été je faisais l'opening et je savais que j'y allais, et dans l'avion en arrivant je manifestais de ouf, j'avais fait des sons et je m'étais dit Diplo il a un super label de musique électronique, et je me suis dit si je fais ce festival, je sais qu'il sera là et ce serait trop bien que je sorte les sons sur le label. Donc j'ai mis tout sur une clé USB. Son label à lui? Sur son label à lui. Ok, d'accord. Qui est un label américain, ça pouvait aussi m'ouvrir des objectifs, des portes pour les États-Unis, etc. Et donc, je me manifestais dans l'avion en mode, je vais lui donner la clé, je vais sortir sur son label, etc. Enfin, vraiment, j'étais en mode, it's gonna happen, tu vois. Et je lui ai donné la clé le soir même. J'avais jamais fait ça, courir après un DJ avant son set et lui dire, salut, moi c'est MJ, je suis une DJ belge, j'ai fait ça et tout. Le mec trop sympa. Mais il faut savoir que Diplo, c'est une star Vous mixiez sur la même Non, moi j'étais scène. sur une petite scène, lui était sur la main stage, il mixait au meilleur slot et tout. C'était le acte le plus cher de la soirée et tout. Ah ouais, d'accord, ok. Le mec trop sympa. Ok. Ça m'a choqué à quel point j'ai rencontré des gens sur cette scène qui se prennent tellement la tête, qui te prennent de haut, alors que lui, le mec, il a tout fait, il a produit des sons pour Usher, Beyoncé, c'est une icône de pop, avec Bad Bunny, etc. Ouais, c'est une icône de pop. Le mec, ça fait sûr. 30 ans, enfin 25 ans qu'il est dans le game, il est hyper humble, hyper sympa. Il m'a posé quelques questions et tout. Bref, il a fait son set. Moi, je suis retournée sur la scène que j'avais ouverte. J'allais reprendre mes affaires, partir, il était 5h du mat, j'en pouvais plus, alors j'étais à l'eau et tout, donc en plus j'étais chaude d'aller dormir. Et là le stage manager vient vers moi et me dit t'es encore là, on va faire des B2B pour fermer la stage de 6h à 8h et tout. Je dis ah bon. Et en fait j'avais un peu rigolé avec Diplo dans les backstage qui était revenu il y a pas si longtemps que ça, à la fin de la soirée. Et en fait, je voyais qu'il était avec tout son groupe de meufs et qu'il était chaud à aller sur scène, mais le stage manager voulait pas que lui, pas toutes les meufs et tout, c'était super strict. Et en fait, je me suis retournée et je me suis dit, mais le gars, ça se voit qu'il a envie. Il a envie de jouer. Il a envie de retourner sur la scène, il a envie d'être avec toutes ces belles poufs dans le backstage, let's go, quoi, tu vois. Okay. Et donc, du coup, je me suis retournée, je dis, en fait, on va faire des B2B, je vais aller jouer, t'es chaud. Et il m'a dit, si tu joues, je joue. Ok. C'était la condition, quoi. Ok, si tu vas, je vais avec toi, quoi. Je savais pas du tout, je connaissais pas du tout le fond de cette histoire. C'est tellement incroyable qu'il y a des gens à Bruxelles qui ont été parlé à des potes en mode ah ouais, toi t'étais là à la soirée. Est-ce que c'est vrai parce que nous on pense qu'elle a juste été derrière les platines pour faire les photos et puis que c'était pas vrai en fait. Ah ouais, non, tu jouais vraiment. Moi j'ai vu des vidéos où je jouais vraiment. C'était tellement impensable qu'il y a des gens qui pensaient que j'avais fait semblant, quoi. C'est vrai que c'était impensable. C'est vrai que et il m'a dit juste s'il te plaît, le prends pas mal et tout. C'est moi, il m'a stressé. Je me dis purée, j'ai fait un truc de mal, j'ai déçu quelqu'un et tout. Enfin, j'étais vraiment hyper prise au cœur et tout. Il m'a dit en fait,
il y a des rageux qui sont venus me dire que c'était pas vrai, que tu avais fait semblant et tout. Et je dis, ah, mais ouais, mais en fait, je les comprends, mec, parce que même moi, j'y croyais pas. Bien J'étais sûr. en train de mettre ma clé USB comme ça, en tremblant, et je peux te dire que c'était une masterclass, hein. En plus, pour une Y raison, il y avait le master qui était pas mis sur ma platine, donc en fait, j'avais pas j'avais pas le beat match. Ok. Donc en fait, je voyais pas. Donc, Donc tu en faisais fait, tout à l'oreille. j'ai tout fait à l'oreille. Ok. Et à chaque fois que je voulais remettre le master, je devais aller sur l'autre platine. Et tu sais, avec 4 DJ, je vais Incroyable. aller sur l'autre platine pour désactiver le master qui était mis sur le platine. Et donc, les 3-4 premiers sons, je les ai fait à l'oreille. Ouais. Mais ça va, j'ai dead, tu vois. J'ai dead ça, mais le gars, il reprenait tous mes tracks, il faisait des mashups avec les voix qu'il y avait dans mes sons et tout. Enfin, c'était lunaire. Incroyable. Lunaire. Incroyable. Ouais, bah donc une de mes questions, c'était t'étais tendu à ce moment-là? Ou ça Alors, va, t'arrives à te relâcher vite? j'étais pas tendue en mode waouh, mais je volais en fait. J'étais dans un rêve. En fait, je me disais, je suis en train de vivre un rêve. Je suis en train de faire un B2B avec. Alors moi, en plus, à l'époque, j'avais jamais vraiment fait de B2B avec des gros DJ et tout. C'était vraiment le premier truc improvisé comme ça. La scène était full. C'était Zamna, pour moi, à l'époque, c'était un de mes festivals préférés. C'était le plus gros festival de musique électro, en tout cas au Mexique, et ça s'est répandu vraiment partout. Là, Donc c'était à l'enjeu Zamna? était. Ouais, c'était à Zamna. Ah, d'accord, ok. C'était Zamna, curaté par Tomorrowland. Ok, d'accord. Ok. Curaté par Core, Ok. qui est la branche beaucoup plus électronique, deep, underground de Tomorrowland. Et donc, bah ouais, en fait, j'étais là, waouh, t'es en train de vivre peut-être la plus belle night de ta vie, en fait. Mais t'as été la chercher. Et moi, je trouve que c'est beau parce que j'avais vu du coup cette scène. Bon, je pense que un peu comme tout le monde, on était tous surpris. On était tous là, mais c'est pas. En fait, déjà, moi, je te rencontre dans cette vie-là, puis je te vois sur des grosses scènes, puis je te vois avec Diplo. Je me dis, mais what the fuck, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ultra intéressant de connaître l'histoire derrière et de savoir que c'est toi qui as été le chercher, quoi. Enfin, qui a été chercher ça. Ouais, j'ai senti qu'il y avait une énergie. Ouais. Il me regardait, on avait fait une petite blague et tout. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, let's go, quoi. Ouais, tu sais qu'il y a énormément de sons dans la musique de manière générale. J'ai pas vraiment d'exemple là maintenant direct, mais de sons qui se sont réalisés comme ça. D'un énorme artiste type Michael Jackson qui était dans un truc, Ouais. où un mec l'a attendu en bas de son hôtel, lui a filé une clé USB et que le son s'est fait comme ça, Tu quoi. sais, c'est la base de la musique en fait, parce que et moi je le vois aujourd'hui, j'ai des gros artistes qui veulent collaborer avec moi, mais des gens qui étaient là, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi moi? Tu vois, la petite meuf dans son petit appart avec son casque et son ordi à Bruxelles, avec le temps tout gris, enfin tu vois. Et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment cette créativité, cette originalité, cette énergie que des gros artistes qui tournent et qui sont tout le temps en studio, ils sont tellement le nez dans le guidon, ils ont plus ça, tu vois. Ils Ouais. doivent aller chercher l'inspiration. Au final, c'est un peu dans la rue, tu vois. Moi, je viens pas de la rue, etc. Je vais pas commencer en mode machin, mais j'ai quand même été élevée à la dure. J'ai toujours struggle pour gagner ma vie. Et il y a rien à faire, mais je pense que ça se ressent, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça se ressent qu'il y a cette envie d'aller chercher ce que tu veux, mais pas forcément en allant forcer et en allant pousser, mais surtout en te disant, OK, le plus important, c'est la musique. Et c'est ça qui doit parler, en fait. Ok. C'est la créativité, c'est faire des choses qui te font plaisir à toi. Et moi, j'ai toujours prod en me disant, OK, je veux faire danser la foule. Et ça, je sais que ça va marcher, ça, je sais que ça va marcher. Ah là, je veux un drop qui est plus impactant, je veux vraiment que les gens crient et tout. Et en fait, c'est ça. Et la club music, c'est un peu plus dur parce que c'est moins accessible pour toute l'industrie de la musique et du son en général. Mais ça te procure des sensations quand tu joues des sons. Et au final, le plus important, c'est juste de créer tes sons pour toi, pour les jouer. Et après, ça va mordre, tu vois. Ouais, Que ce soit des promoteurs, que ce soit des gros artistes qui veulent collaborer avec toi, des gens qui te voient, etc. Oui, il faut avoir de l'exposure, mais faut aussi croire en l'univers et il faut laisser le chemin se faire tout seul, quoi. Bien sûr. Ok, intéressant. Comme je te disais tout à l'heure, la semaine dernière, j'ai eu la chance d'interviewer Stefano, qui est un gros infopreneur dans la spiritualité. Et du coup, vous avez un peu un point commun, c'est que vous vous intéressez tous les deux assez fortement à la spiritualité. Moi, j'aimerais un peu savoir quel est toi ton rapport à la spiritualité. Est-ce que c'est quelque chose, ça prend une grande place dans ta vie, ou est-ce que ça prend une petite place tous les jours, ou, etc. Parce que je sais qu'à l'époque, au tout début, quand je te connaissais,
En tout cas, ta DA, ta direction artistique, elle était quand même assez liée à la spiritualité. Genre, tu sortais des sets à chaque pleine lune, enfin, ou des trucs comme ça. Voilà, je voulais juste savoir un peu quelle place ça prenait dans ta vie. En fait, ouais, c'est en voyageant au Mexique que mon éventail s'est un peu élargi. Et là-bas, voilà, ils sont très forts dans la spiritualité, la connaissance de soi, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, c'est très esthétique. Et je pense qu'au début, ça prenait beaucoup plus une place de ah, c'est beau, les couleurs et tout. Ça m'attirait, mais sans vraiment peut-être comprendre pourquoi ou le pratiquer, etc. Et en fait, c'est il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, quelques années, j'ai eu 30 ans et ça a quand même changé pas mal de choses en moi par rapport au bien-être, par rapport à l'acceptation. Et en fait, j'ai commencé aussi à faire du yoga euh, pour aller mieux, entre guillemets, pour pouvoir Ok. m'apaiser, apaiser mon stress, ma nervosité. Et quelqu'un à l'époque m'a parlé d'un concept qui s'appelle le Human Design. Alors c'est un outil qui permet de comprendre comment gérer ton énergie et les ressources énergétiques qui peuvent provenir de différents endroits dans ton corps. Il y a des humains qui génèrent de l'énergie, d'autres qui ne génèrent pas d'énergie. Et en fait, ça m'a hyper passionnée. Et donc, j'ai commencé à me renseigner beaucoup là-dedans. J'ai été voir des gens, des énergéticiens, surtout quand j'allais pas bien, quand j'avais des stress. Une fois, j'ai fait ma première crise d'angoisse. J'ai été voir quelqu'un à Ibiza qui m'a parlé de certaines choses. Et j'ai réécouté l'enregistrement il y a pas longtemps. C'était il y a 3 ans que j'ai été voir cette nana. Et à l'époque, ça me parlait pas encore. Ok. J'avais pas encore. Je pense que. Je sais pas si Stéphane t'en a parlé, mais ça s'appelle ce Spiritual Awakening. Ouais, exactement. On en Je a l'avais parlé. pas encore, je l'avais pas encore eu. Et ce fameux Spiritual Awakening, en fait, je l'ai eu au mois de décembre, là, il y a 4 mois. Ok. À Toulouse, j'ai suivi un workshop spécialisé en Human Design et j'ai fait après une session avec ce gars. Et j'ai compris, en fait, d'où je venais, mes origines, mon inconscient, mes vies antérieures, etc. Et ouais, là, ça m'a ouvert un truc, mais une porte sur l'univers. Et tu dis, en fait, tu comprends tout ce qui se passe dans ta vie, tous les process que tu as mis en place ou les choses qui sont venues innées, entre guillemets, de par ton karmique, etc. Et là, tu dis, c'est comme on t'enlève un voile au-dessus des yeux et c'est des réponses à des questions que tu t'es toujours posées en 1 heure de temps. Et j'ai vraiment senti un déclic intérieur. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement puissant. Et ça s'est passé comment? C'est quoi, sous une forme de cérémonie ou comment est-ce que ça se passe concrètement? Non, donc en fait, j'ai analysé mon Human Design et en fait, c'est une charte. Ok. Et j'avais déjà pas mal de connaissances parce que ça faisait 3 ans que j'étudiais un petit peu, etc. Mais en fait, cette personne, je pense, elle a clairement été voir plus loin que dans ma charte. Mais je pense que ce qui était important aussi, c'était surtout que j'étais prête. J'étais prête à entendre des choses, j'étais prête à comprendre, j'étais ouverte à comprendre aussi la source. Parce D'accord. que, tu vois, moi, j'ai toujours été athée, j'ai toujours été pied sur terre, mais en même temps très, très rêveuse et volatile. Donc, il y a toujours eu cette dualité un petit peu où tu es dans le contrôle, mais en Ouais. même temps, tu veux lâcher prise. Et en fait, j'étais prête. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. En fait, j'ai commencé à soigner mon rapport à mes relations, mon rapport à ma famille, mon rapport à mon partenaire, mon rapport à mon travail. C'est toutes des petites choses qui se sont alignées dans les 7 dernières années parce qu'en fait, mon commencement dans la musique, ça n'a pas été anodin. En fait, ça a commencé. En fait, j'ai pris mon indépendance par rapport à ce rat race Ouais, où ok. tu sais bien ce que c'est la rat Ouais, race, ouais. où ok, je dis merde au monde de employé-employeur, etc. Et c'était tout un cheminement. Et ce cheminement, il a été, entre guillemets, terminé pour ouvrir une nouvelle phase. Mais le jour, en fait, où j'ai fait mon live set, mon premier concert, où j'ai chanté, où j'ai joué de la guitare sur scène, parce que toute ma vie, j'ai eu l'impression de pas être légitime, Ok. de pas avoir cette force en moi et de donner une trop grosse importance au jugement et au regard des autres. Ok. Et en fait, je me suis retrouvée sur cette scène où j'avais préparé un live set en 3 mois. Évidemment, ça faisait des années que je faisais la musique, mais moi, j'ai jamais été une chanteuse, jamais été une instrumentaliste, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de dépassement de soi. Et la première fausse note que j'ai fait à la guitare, je me suis vraiment crispée. Je me suis dit, tout le monde me juge et tout. Sur scène? Ouais, sur scène. Ok. Et il n'y a pas le DJ boot, tu vois. Ouais, Donc, en d'accord, fait, ok, t'es ok, vraiment ok, dans ok, ce ok. truc et tout. Et il y a un truc de ouf qui s'est passé.
genre, je me suis dit, OK, let go. Là, le soleil est arrivé, parce que je jouais dans une espèce de scène comme ça. Le soleil est arrivé, j'avais mis un pantalon brillant. Il y a des trucs, il y a tout qui a commencé à se refléter, etc. Et ouais, j'ai vraiment senti mon corps qui se levait et cette énergie entre le public et moi. Ok, Et vraiment, comme quand tu renais et que tu as ton ancienne peau qui part. incroyable. Et je me suis dit, OK, en fait, maintenant, j'ai compris. Je laisserai plus jamais le regard des autres et le jugement des autres m'impacter. Ce que je fais, c'est assez. C'est bien. J'ai pas à avoir peur d'avoir fait une fausse note ou d'avoir mal chanté, etc. Je le fais avant tout pour moi. Et ouais, donc ça, c'était au mois de fin août. Et depuis, ça, j'ai vraiment ouvert des nouvelles portes, des nouvelles perspectives. Et je peux dire aujourd'hui que je pense avoir eu mon awakening. Et il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Et des choses qui peuvent pas être compréhensibles par d'autres gens. Parce que quand tu dis que voilà, tu as des super pouvoirs et que les opportunités viennent à toi parce que tu les manifestes et que tu les attires. Et, et, et jouer sur les fréquences, etc. Bon, c'est pas des choses qui sont potentiellement compréhensibles ou que les gens vont te prendre. Moi, si j'expliquais là, Ouais, mais on me prendrait pour une folle, tu vois, clairement. attention, il y a de plus en plus d'études qui prouvent, enfin, c'est de la neuroscience, qui prouvent, enfin, qui vont vraiment deep dans tout ce qui est vibration, etc. Donc, c'est plus du tout vu, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est plus du tout vu comme quelque chose de subjectif. En fait, c'est juste réel. Et entre parenthèses, tu parlais de manifestation, etc. Euh, Quand on regarde financièrement les 10 personnes les plus successful du monde, le premier tip qu'ils donnent, donc quand on leur demande quel est le conseil qu'ils donneraient à quelqu'un pour réussir, c'est manifester. Donc on se dirait, ouais, c'est des gens tu sais, type Bill Gates, etc. Et pourtant, ou Elon Musk, etc. Et pourtant, ils te disent, si tu veux réussir, il faut que tu manifestes. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voyait peut-être à l'époque encore comme quelque chose de subjectif, etc. Mais moi, je pense qu'une fois que c'est prouvé scientifiquement et que on voit des réels impacts. Tu vois, pour faire ça, il faut aussi être dans un space très positif. Ouais, ok. Il faut être accepté, il faut avoir un environnement sain. Ouais. Parce que c'est hyper important ton environnement. Ok. Moi, je suis une personnalité éponge. Ok. Je brasse beaucoup les émotions des gens qui Ouais. sont autour de moi, etc. Ouais. Ça aussi, tu vois, j'ai mis du temps à le comprendre. Ouais. Parce que dans la musique, tu cherches des shortcuts, tu veux aller plus vite, tu veux avoir accès à moi, j'ai pas vraiment toujours cherché la fame ou l'argent, etc. Mais en tout cas, la reconnaissance ou la crédibilité. Et tu penses qu'il y a des raccourcis, mais en fait, il y en a pas. Et donc, tout ça, c'est des cheminements qui se font. Mais tu dois avoir un space où mentalement, tu es bien dans ton corps, dans ton esprit. Et ensuite, il y a des choses qui peuvent se passer. Et je pense que ce qui est hyper important, tu dis la manifestation, c'est surtout comprendre que si tu veux attirer des choses à toi et des bonnes opportunités, tu dois avoir les hautes vibrations. Ouais, ok. Et tu dois pas être dans cette énergie du manque. Ok. Dans ce mindset du manque. Il y a tellement de gens que je rencontre, tellement d'artistes qui sont frustrés, qui sont dans le manque. Toujours plus, toujours plus. Toujours plus. They are needy, tu vois. They lack something. Ils manquent Ok. de quelque chose. Et en fait, quand tu comprends que tu dois être dans cette énergie d'amour, de bienveillance et de véhiculer ces bonnes vibrations, c'est comme ça que les bonnes choses vont venir à toi. Et comment tu arrives à ça? C'est en travaillant sur toi, sur ton corps, sur ton énergie, sur ton mental, sur ta musique, sur ta créativité. Tu dois pas travailler sur aller chercher des gens, allez, nanana, il me manque ça, il me faut ça. Et j'ai rencontré il y a pas longtemps un énorme promoteur aux États-Unis qui fait les plus grosses soirées à New York. Le mec, il book les plus gros artistes et tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Et le mec, il m'a dit, tu sais, moi, un artiste, j'ai même pas besoin d'entendre sa musique pour savoir si Ok, d'accord. il va réussir ou s'il va faire une longue carrière, tu vois. C'est Le quelque mec, il chose m'a qu'il dit, ressent, tu veux dire? c'est quelque chose qu'il ressent. D'accord. Et je lui ai dit, ouais, parce qu'en fait, il y a tellement d'artistes qui ont ce mindset du manque. Ok. On appelle ça the lack mindset. Ouais. Et ça se ressent. Et quand t'es à côté de quelqu'un, en fait, c'est répulsif, quoi. T'as cette aura. Et donc, en fait, je pense que la base dans la vie, c'est de soigner son aura Ouais. pour faire en sorte que les gens qui sont autour de toi soient bien. Parce que, et dans la musique, c'est pareil. Tu veux être bien avec quelqu'un dans le studio, tu veux être bien avec quelqu'un dans le DJ booth. Ah, cette personne, elle va te booker parce qu'en fait, avec cet artiste, on passe une bonne soirée. Parce que quand tu es à ce level-là et que tu as plein d'artistes à ce level-là, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un ou l'autre, Ouais, tu bien vois? sûr, bien sûr. C'est Ah, c'est on ce a qui crée une envie bonne énergie. que cette personne vienne Ouais. dans le club, on a envie. Parce que tu vois, les mecs, Ouais. ils sont là tous les week-ends en train de faire des soirées Bien jusqu'à sûr. des 7 h du mat. Ils ont envie d'être entourés de gens
bienveillants, de gens avec qui ils se sentent bien, avec qui ils rigolent, etc. Donc pour moi, c'est soigner son aura et faire en sorte que ton aura attire les bonnes choses et les bonnes fréquences. Mais pour ça, faut se débarrasser du lack mindset, quoi. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant comme sujet. Qu'est-ce que tu penses de la scène musicale et événementielle belge pour le moment, de manière générale? Je parle des artistes, mais aussi des clubs, des festivals, etc. Enfin voilà, je voulais un peu savoir ce que tu en pensais. Ben, je pense qu'on est clairement dans un pivot. Avant, en Belgique, il y avait des gros acteurs, des clubs, voilà, tout était un peu dans cet écosystème, etc. Chacun avait sa place. Et je pense qu'avec ben, les grosses tendances qu'on voit sur les réseaux, le fait que la musique est beaucoup plus accessible, que ce soit pour les DJ, mais aussi pour les promoteurs. Et en fait, quand les gens comprennent que si tu as ta communauté, si tu as une communauté qui est là, qui est prête à dépenser de l'argent, tu peux créer des soirées et Ouais. tu peux facilement louer un sound system et engager des DJ. Mais en fait, il y a de plus en plus de petits événements Ok. qui vont un peu perturber cet équilibre de plus gros clubs et de plus gros festivals qui ont des structures de coûts énormes Ouais. et qui perdent petit à petit des parts de marché, tu vois. Ouais. Ok. On est aussi dans cet écosystème où il y a tellement de genres musicaux qui sont en train de se mélanger, où tu as des line-up où il y a plein de DJ qui font des musiques différentes, etc. Mais ça, en fait, les vieux clubs et festivals, ils n'ont pas l'habitude de ça, tu vois. Ils ont l'habitude de boucher les curater grenouilles. des artistes. On va prendre tous les artistes art techno, tous les artistes house, tous les artistes afro, on va faire des scènes et tout, mais ça marche plus, c'est démodé, tu vois. Donc la scène, elle est en train de changer, il y a des cartes qui sont en train d'être redistribuées. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la musique et qui veulent avoir cette diversité musicale, mais qui vont pas prendre leur ticket à l'avance, qui vont essayer de payer le moins cher parce qu'il y a aussi une crise, tu vois, c'est la réalité. Bien Mais il sûr. faut vraiment que les gens soient sensibilisés au fait que si vous voulez soutenir les artistes indépendants, si vous voulez soutenir les clubs et les festivals, il faut acheter vos tickets à l'avance. Il faut en parler autour de vous. Et on en parle beaucoup sur les réseaux. Il y a beaucoup de trends qui nous viennent, etc. Oui, c'est bien d'écouter de la musique chez soi, mais il faut aussi faire vivre en présentiel parce que si tu fais pas ça, tu n'auras plus de musique à écouter chez toi. Bien sûr. Moi, en tout cas, bon, tu le sais, je vis la majeure partie de l'année à l'étranger. Il y a plein de choses pour lesquelles je suis parti à l'étranger où moi, je retrouve plein de choses meilleures ailleurs, on va dire. Mais pour moi, il y a quand même, il y a bien évidemment plein d'autres choses, mais il y a une chose que je trouve exceptionnellement en Belgique, c'est justement la musique. Et c'est une des raisons pourquoi je reviens. Je reviens pour ma famille, pour mes amis, mais je reviens aussi en grande partie pour l'art, la musique. On a une culture de malade, selon moi. Et quand je suis ici, j'en profite du coup pour voir tous les copains, pour sortir. Je suis sorti au Fuse, je suis sorti au C12, je suis sorti au Oumi. J'ai passé des soirées exceptionnelles, beaucoup plus chouettes encore que dans tous les clubs ultra fancy où j'ai pu aller à travers le monde, etc. Et donc ça, je le dis à tous les Bruxellois, mais aussi tous les Belges, etc. Franchement, on a une culture de malade. Et peut-être parfois, quand on est dans ce microcosme, on s'en rend pas compte. Mais on a de la chance d'avoir des super beaux artistes, des très beaux clubs, on a la culture de la fête, on a la culture aussi, même après la fête, il y a encore des afters, etc. Mais moi qui suis dedans, je peux te dire que tout ce que tu dis là, c'est pas acquis. Enfin, je vois tout ce qui se passe à l'arrière des coulisses et ça me fait très plaisir ce que tu dis et je suis 100% d'accord. On a vraiment énormément de chance. On a toujours été une plaque tournante. On a des artistes incroyables qui sont nés en Belgique, qui sont sortis à l'international, etc. Mais aujourd'hui, l'écosystème, il est hyper fragile. Il y a des politiques qui sont mises en place qui sont pour tuer la culture et le monde musical, des politiques à Anvers, à Bruxelles, etc., avec le nouveau gouvernement. Donc, c'est pas acquis ce qu'on a et je pense qu'il faut se battre et c'est bien d'en parler autour de nous. Il faut vraiment qu'on garde cette ouverture d'esprit, qu'on soutienne les artistes, qu'on soutienne les clubs. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et la scène comme on l'a connue là, ces dernières années, c'est en train de changer. Donc, il faut vraiment qu'on soutienne, quoi. Ok, d'accord. Sur ma chaîne, on aime parler de manière générale de business. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de démocratiser parce que bon, là, j'ai passé pas mal de temps à Dubaï, à Bali, etc. Où parler d'argent, parler de business, c'est quelque chose de ultra commun. Et ici, c'est quand même, quand je reviens en Belgique, j'ai l'impression que c'est un peu ultra tabou. Et moi, je voulais savoir, est-ce que le monde de la nuit, en tout cas pour des artistes, est-ce que c'est un monde précaire entre toutes ces paillettes et ces feux d'artifice? Est-ce que c'est difficile?
Parce qu'on sait bien évidemment qu'il y a des énormes artistes qui prennent des énormes cachets. Qu'en est-il de tous les autres? Et aussi, est-ce que toi qui es dans le milieu, est-ce que tu pourrais éventuellement nous donner peut-être une tranche de prix d'un cachet d'un artiste moyen, si il y en a peut-être, tu vois, parce que je présume qu'il y a plein d'artistes qui vont juste jouer gratos aussi, enfin j'en sais rien, mais Ouais, écoute, en fait, c'est comme tu le dis, il y a des gros artistes qui prennent énormément de cachets et c'est généralement comme ça que ça se passe. Quand il y a une soirée ou un festival, ben, le headliner va prendre peut-être 70% du budget ok, et puis le reste va être divisé entre le DJ local qui va faire le warm-up, le headliner B, etc. Et ouais, moi, je veux pas te cacher, c'est dur, franchement. J'ai plein de gens qui me disent ouais, mais tu mixes au Fuse, tu mixes à Tomorrowland, t'as percé, tu brasses et tout. Mais alors là, mais ok, franchement, déjà, il faut se dire qu'au plus le lieu a une renommée, une visibilité, au moins bien ils vont te payer. ok, Et au plus le lieu est petit, une petite marque qui démarre, etc., ben là, en fait, comme il n'y a pas vraiment cette visibilité, ben, en fait, tu peux charger un peu plus d'argent parce que tu n'as pas vraiment grand-chose à gagner en termes de visibilité. Donc là, c'est vraiment un jeu entre l'offre et la demande. Et après, moi, j'ai surtout j'ai cherché à jouer à l'international aussi parce que en Belgique, on est quand même bien payé par rapport à certains autres pays, certaines autres scènes, etc. Mais c'est vrai que à l'international, je vais peut-être plus jouer en tant que DJ plus important qu'en Belgique. Parfois, je vais être vraiment vu comme DJ local ok, à d'accord, faire des opening slots, etc. Donc forcément, au plus tu mixes tôt, au moins il y a de budget pour ok, le DJ. Bon, ça c'était au début, maintenant ça va faire 7-8 ans, donc ça commence à évoluer. Mais c'est important en fait de prendre ton cachet, d'évoluer. Mais pour ça, il faut avoir de l'actu, tu vois. ouais, Faut pas dire, ah d'accord, ben, en fait, aujourd'hui, je vais doubler mon cachet alors que derrière, il n'y a rien qu'ici, tu vois. ouais, Non. Au plus tu as de l'actu, au plus tu as une communauté, des streams, ok, etc., au plus tu peux demander. Mais donc, pour revenir à ta question, un headliner A qui va être, je sais pas moi, un Maopi, un Solomon, enfin, ça va être entre des 30, 100 000 euros. Évidemment, ça dépend toujours de la capacité, du prix du ticket de club, de festival, etc. Un headliner B, il va peut-être prendre entre 5 et 10. Et puis après, tu vas avoir les DJ qui sont forts dans leur niche, entre guillemets. Là, tu peux tourner autour de 1000 et 3000. ok, Et puis après, pour des warm-up, des actes locaux, là, ça va varier entre 300 et 1000. ok, 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 Et il y a des DJ qui jouent gratuit. Alors, c'est jamais une bonne idée de jouer gratuit parce que tu diminues ta valeur. Alors, ouais, je sais que c'est une scène où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il y a énormément de compétition. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça comme de la compétition, mais c'est vrai que les places sont limitées. Mais en fait, jouer gratuit, ça va jamais t'aider parce que ça va diminuer ta propre valeur. Et comment après, tu vas pouvoir aller demander de l'argent alors que tu as fait des choses gratuites parce que ça se sait, tu vois. ouais, bien Ça sûr. circule, Ils se connaissent etc. tous en fait dans le milieu. Voilà, et puis après, oui, moi aussi, j'ai déjà joué gratuit pour de la bonne cause ou des amis, etc. Mais ça doit rester une très, très infime partie de ta carrière. Et puis aussi, Bruxelles, en fait, c'est une scène très underground. C'est une scène où il y a beaucoup d'artistes indépendants, émergents, etc. Et donc, en fait, c'est une scène qui est... Il n'y a pas beaucoup d'argent. Ouais, il y a pas beaucoup de show, on va dire. Non, et il y a Mm. beaucoup de bars, de petits Mm. endroits, etc., avec des petits lieux, des petites Ouais, capacités, etc. Et donc, forcément, plus la capacité est petite, plus le budget est limité. ouais, d'accord. Et donc, en fait, moi, je joue pas souvent sur Bruxelles parce que, de un, ça rentre pas Ouais, dans mes prix. Je peux pas vivre avec ça. Hein. ouais, Si bien c'est sûr, pour bien aller sûr. facturer 300 euros Ouais, bien pour sûr. une Faut que tu soirée, vives dans tous les cas. non, c'est mort. Je peux pas en vivre. Tu dois après Ouais. payer les taxes et tout. C'est impossible. C'est marrant, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu ce juste milieu entre. Tu sais, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des soirées où c'est le show, où le but, c'est vraiment. C'est la jet set, tu vois, c'est le but de se faire voir. Et à l'inverse, je vais aussi dans des soirées où on te fout un sticker sur ton téléphone où tu prends pas de photos. Et c'est un peu toujours le juste milieu entre ça. Moi, tu vois, par exemple, moi, j'adore les soirées où justement c'est un peu plus underground, où je suis un peu plus caché, beaucoup plus que les soirées où c'est le show. Mais après, je comprends aussi que d'un point de vue économique, c'est ultra difficile. Pas de photos, pas de story, pas de. En général, les gens ont un pouvoir d'achat un peu moindre que quand tu vas, je sais pas moi, à Mm. Saint-Trope ou j'en sais, je sais pas Mm. où. Et c'est un peu le juste milieu de la musique électronique, j'ai l'impression. C'est un peu.
Ben, en fait, c'est comme pour tout et dans n'importe quel secteur, tu dois construire ta communauté. Ouais, ok. Tu dois avoir une proposition de valeur où les gens viennent parce qu'ils savent qu'ils vont voir des amis, parce qu'ils savent qu'ils vont se sentir bien, parce qu'ils savent que peu importe le DJ, en fait, la musique, elle va être bonne. Aux Pays-Bas, tu as des festivals qui sont sold out alors que la line-up est cachée, quoi. Ok, Les gens, la ouais, line-up est secrète et ce festival est incroyable. sold out des mois à l'avance parce qu'en fait, ils ont construit une communauté, ils sont vraiment différenciés. Et en fait, ça va devenir de plus en plus important sur notre scène aujourd'hui parce que les cachets des headliners sont en train d'exploser. Ouais, Et des festivals, des gros festivals en Belgique comme Dour, Pukkelpop, ils n'arrivent plus à rentrer dans leurs frais parce que les headliners coûtent tellement cher par rapport aux tickets qu'ils vendent. ouais, bien Donc sûr. il y a vraiment en fait un gap entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte Bien sûr, pour ce headliner, bien sûr. qu'en fait on est en train d'assister à un revival de toute cette scène locale, Ouais. des artistes plus underground, des artistes moins chers, etc. Et surtout, les gros acteurs comprennent en fait qu'il faut investir dans la communauté, qu'il faut investir dans l'expérience. Parce que les prix des artistes et des gros headliners, it's becoming out of hand. Et en fait, tu peux plus faire de l'argent. Ouais, moi j'ai fait un master en event, et parce que moi, c'était mon rêve d'organiser des festivals. Et du coup, moi, allez, j'ai pas fait tous les festivals belges, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et en gros, il y a plein de fois où des amis à moi me disent: ouais, ce festival, il est cher. Je pense à Tomorrow, je pense à Dour ou à Pukkelpop, par exemple. Et tout le monde dit: le festival, il est cher. Et moi, je dis tout le temps: mais pour moi, c'est pas assez cher par rapport à ce qui te. En fait, parce que je connais à peu près les coûts, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et en fait, quand tu connais déjà le travail, les infrastructures, les bookings des DJ, enfin, tout ce qu'il y a à mettre en place, en fait, quand tu payes je sais pas, un ticket 80 euros, bien évidemment, faut pas aller trop loin là-dedans. Mais parfois, je me dis, ouais, vraiment, comment ils s'en sortent, quoi, tu Mais vois. si t'as vu les cachets des rappeurs, Ah ouais, ouais, parce que ouais, moi bien je t'ai sûr, parlé ouais. de cachets de musique Ouais. électronique, mais Ok. Les rappeurs, c'est beaucoup plus? Billie Eilish, elle a mixé à Pukkelpop il y a quelques années et son cachet c'était plus d'1 million. Ah ouais, d'accord, ok. Non, C'est un truc de ouf. on est sur Ok, des montants de ouf quand tu touches à la pop. ok. Mais après, il y a aussi, moi j'ai un ami qui organise un festival dans le sud de la France et ils ont fait des sondages. Et la majorité des gens, des visiteurs, en fait, quand ils leur demandaient qu'est-ce que vous avez le plus préféré, et c'était pas forcément le set des gros artistes qu'ils étaient venus voir, donc des artistes qui les avaient appelés entre guillemets sur le festival, mais ils avaient surtout passé un meilleur moment et fait des découvertes sur les plus petits artistes ou les musiques qu'ils n'étaient pas venus forcément écouter. Ouais, Donc je peux comprendre les gens qui disent ouais purée en fait c'est cher pour ce que je vais voir, mais d'un autre côté il y a cette expérience en fait qui te permet de découvrir d'autres choses qui vont peut-être pas coûter aussi cher que le produit d'appel entre guillemets, tu vois, enfin ouais. que l'artiste qui a fait qui t'a fait venir parce qu'il a une grosse renommée internationale, etc. Ouais, ok. Ah, j'ai une question que j'adore poser à tous les artistes ou entrepreneurs, même en dehors d'un podcast, hein. Quel a été le moment pour toi le plus difficile? En général, on dit par rapport au boulot, par rapport à ta carrière, mais ça peut être autre chose aussi. Si c'est par rapport à ta carrière, c'est par exemple à quel moment tu t'es peut-être dit j'arrête, quoi, j'en ai marre. Enfin, qu'est-ce qui te passe par la tête? J'ai eu un moment hyper difficile il y a 1 an et demi où voilà, j'ai été dans une agence pendant 3 ans qui m'a vraiment aidé à me lancer dans ma carrière, à découvrir tous les rouages de l'industrie. C'est vraiment des gens qui ont cru en moi, qui étaient les premiers. Et en fait, c'était très difficile parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que nos chemins se sont séparés. J'avais plus l'impression d'être comprise, même pas d'être soutenue, mais d'être comprise. Euh, c'est une industrie où on te met dans une boîte et moi, j'ai jamais rempli les codes, j'ai jamais suivi les règles. Et donc, en fait, j'ai jamais été dans cette boîte. J'en ai fort souffert Ok, parce que j'ai souvent eu l'impression de ne pas faire assez bien ou de pas rentrer ou de perdre des opportunités à cause de ça ou que ma musique plaisait pas ou je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à cette boîte dans laquelle je rentrais pas. Et en fait, j'ai compris que mais tous les grands artistes et les révolutionnaires de ce monde, ils ont jamais rentré, ils sont bien jamais sûr. rentrés dans Ouais, cette boîte, ouais, ils ont ouais, jamais suivi les codes, etc. entièrement. Et ouais, c'était un moment difficile.
parce que je me suis remise en question, j'ai remis en question les bases sur lesquelles j'avais évolué. Et en fait, j'ai juste compris que c'est ça la vie, c'est un éternel recommencement où tu prends, tu pars, tu dois laisser des choses derrière toi, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu vas avoir. Et ça, professionnellement, c'était difficile parce que j'étais dans un lot dans ma carrière où j'avais pas beaucoup de dates, j'avais pas beaucoup d'opportunités. Il y a toujours des moments d'adaptation où t'as pas fini de son, il y a pas vraiment de release qui viennent, etc. C'est juste des lows. Et quand t'as des lows qui, en plus de ça, les gens qui ont cru en toi sont pas en train de te back up, bah tu te dis, bah, putain, en fait, c'est la fin, quoi. Ok, ok. Et comment t'as rebondi? J'ai rebondi, j'ai changé mon entourage. J'ai changé mon entourage professionnel. Je t'interromps 2 secondes. Tu peux rapidement, quand tu dis tu changes ton entourage Ouais. professionnel, ça ressemble à quoi MJ? T'as quoi? T'as un manager? T'as un booker? Enfin, voilà. Ouais, donc j'ai mon partenaire qui m'aide beaucoup, Max. Donc lui, c'est vraiment mon go-to guy. Vraiment, le gars, il s'est improvisé caméraman, assistant studio, tour manager. Enfin, Ok, ok, vraiment, ok. il cuisinier, il fait tout pour que Il ma te vie. suit à plein temps? Enfin, c'est son boulot? Non, il a un boulot, mais il a eu une année sabbatique pendant 1 an et demi où là, il m'a vraiment suivi de ouf. Incroyable. T'as de la Et chance. ouais, ouais. C'est mon La âme casse sœur, d'aide à quoi. lui, hein. On a le même chemin de vie 33, lui et moi. Ok, d'accord. Le même. Et 33, c'est maître guérisseur. Ça aussi, j'ai compris il y a pas longtemps que en fait, la musique, c'était pas une destination. En fait, c'était juste un moyen pour pouvoir aider les gens autour de moi. Ok, c'est Bah, beau. si tu connais, va te renseigner sur le chemin de vie 33, maître guérisseur. C'est des chemins de vie qui sont hyper compliqués parce qu'il y a toujours cette dualité. Si tu es dans le bon chemin de vie et si tu fais ce que tu es censé faire, tu es sur des personnes qui ont une énorme fréquence vibratoire, surtout de l'amour. Ok, Et quand tu es entouré de ces gens-là, tu te sens vraiment genre ok, décollé, intéressant. vibrer et élevé, entre guillemets. Donc ça, c'est le chemin de 33. Mon âme sœur, ouais, qui m'aide énormément. Après, il y a mon manager. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est un bon ami à moi. Et lui, c'est quelqu'un qui est dans mon projet que j'avais pas justement quand j'ai eu Enfin, que je venais je l'avais déjà rencontré, c'était mon ami, mais on avait commencé un peu à s'associer. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, ton agence, là, Ouais, ok. Et donc, faut t'en séparer. lui, de base, c'est un manager d'artiste ou Pas du tout. c'est... Ok, Pas donc du il tout. s'occupe C'est un uniquement de toi? entrepreneur, ouais. Ok, C'est un entrepreneur, il a un coach sportif très très renommé, il a fondé 2 restos et en fait il fait plein de trucs et je l'ai un peu initié dans la musique, dans la scène. Quand il est devenu mon manager, forcément il a eu accès à aussi des choses qu'il n'avait pas bien avant, sûr. avec ma notoriété, sa persévérance, sa détermination. 2 ans plus tard, il a été nommé directeur adjoint de Weekend Dance Oh, waouh, incroyable. sans avoir aucune expérience dans la musique Incroyable. avant qu'on se rencontre. Ok. Donc j'ai parié sur le bon cheval. Ah ouais, t'as bien joué. Weekend Dance, d'ailleurs, j'ai été cet été, j'ai adoré. Ça faisait quelques années que Ouais. j'avais plus l'occasion d'y aller, et j'ai trouvé que c'était un très beau festival, Mais très là, belle DA. le festival est vraiment en train de changer, surtout dans cette construction de communauté. Et mon manager a été hyper important dans tout ce rebranding, etc. Si tu vas voir aujourd'hui même les réseaux, tu vas avoir un énorme changement par rapport à l'année passée. La manière dont ils communiquent. Le festival, va y avoir énormément de changements. On ira ensemble cette année si tu veux. Ok, ouais, avec Et plaisir. je te présenterai Aldwin, qui est quelqu'un d'ailleurs que tu pourras avoir sur le podcast parce que c'est quelqu'un de... Il a 24 ans, mais on dirait qu'il a déjà eu 10 Ah ben, vies, quoi. avec grand plaisir. Moi, j'adore accueillir des personnes Je comme t'enverrai ça, son hyper profil. ambitieuses. Ouais, avec plaisir. Il crée beaucoup de contenu aussi sur tout ce qui est entreprendre un business à 24 ans, Ok, incroyable. création de contenu, communauté, etc. Mais c'est le fondateur de Gringo au Châtelain. Ok, des d'accord, tacos. ouais, je suis passé Ouais, devant ouais. récemment quand ils font des tacos et toi, t'avais Ouais, mixé là-bas, c'est ouais, ça? ouais. Ok, intéressant. Bon, on a parlé du moment le plus difficile. Moi, justement, maintenant, j'aimerais savoir complètement l'inverse. Quel a été le moment où enfin, un des plus beaux moments là, peut-être plus par rapport à la musique, où tu t'es dit, mais là, il se passe quelque chose. Moi, j'avais du coup pensé à Diplôme, mais peut-être, je sais pas, ta première fois à Tomorrow ou j'en sais rien. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Ben, il y a eu un moment où j'ai eu le breakthrough à Barcelone où j'ai regardé mon pote là mixer. Puis il y a eu un moment où c'était les fameuses soirées à la cave Ouais, pendant le confinement. C'était ma soirée d'anniversaire, on était une vingtaine de personnes et je mixais et c'est vraiment là où j'ai eu cette révélation. Je me suis dit ok, en fait
la musique, ça m'emmène tellement dans un milieu ou dans un endroit où je me sens safe, où je pense plus à rien, où j'ai vraiment cette énergie hyper positive. Je vais me battre corps et âme pour vraiment persévérer dans ce milieu. Ok, Ça, ok, ok, ok. c'était une de mes meilleures soirées. Et c'était pas la soirée avec les plus gros artifices, les plus gros DJ, les plus grosses crowds et tout. Non, c'était la soirée avec mes 20 potes pendant le confinement, dans une cave hyper dark où je me suis dit, ok, en fait, je veux faire ça pour le restant de ma vie, je veux faire ça. Est-ce que c'est pas encore plus beau quand tu commences à jouer ta musique de faire danser déjà ses amis plutôt que des personnes que tu connais pas? Tu sais, parce que les amis, on peut parfois pas faire des choses par peur du jugement de ses proches, alors qu'au final, c'est pas unique, c'est pour toi que tu le fais, mais aussi pour l'envoyer au monde. Mais au final, le fait de voir ses propres amis, ses 20 potes danser déjà sur sa musique, ça doit être un Mais sentiment ça de a ouf. toujours été mon but premier, en fait. J'ai toujours fait de la musique pour moi, mais aussi pour mes proches, pour mon cercle privé. Et au tout début, quand je mixais, il y avait un barbecue, un anniversaire. Bon, je prenais mes platines. Ok, Je mixais pour 15 personnes et ça m'enjaillait de ouf, quoi. ok, Tu vois, ok, juste ok, pour ok. mixer pour ce cercle privé, c'est le plus. De voir tes proches heureux, sourire. Moi, c'est pour ça que je suis sur cette terre. Ok. C'est mon but, c'est aider les Interesting. gens et leur Interesting. faire C'est passer beau un en bon tout cas moment. d'entendre des gens parler comme ça, aussi deep de la musique. Moi, j'ai ça aussi avec la musique. Mhm. C'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir continué la musique plus jeune. Et Mais je peux te donner des cours, ah DJ, ouais. prod, et sache Et qu'il n'y a pas d'âge en fait ouais, pour ouais, se non. mettre là-dedans. Mais je pense que je vais m'y remettre. Là, je suis sur d'autres projets. Je suis sur des projets de création d'un software, e-commerce, etc. Donc, rien à voir. Mais je pense que d'ici 1 an ou 2, je vais m'y Ouais, remettre et puis à fond la caisse. tu vois, tu dois pas forcément le voir comme un projet qui va te ramener de l'argent, Ah ouais, pas etc. du Mais tout. Ouais. vraiment un hobby Ouais, qui va te faire du bien, nourrir ton âme ouais. et juste, ouais, have fun. Ouais, ouais, ouais. Si je me trompe pas, tu as une résidence au Rockrill? Ok, donc tu es officiellement résidente au Rockrill. Ça dit quoi? Ça dit que tu mixes tous les combien de temps? Alors le Rockrill, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un centre culturel dans la zone industrielle de Charleroi. Donc c'est une ancienne usine. Donc vraiment on a le Berlin vibe, mais Ok, en Belgique. Et pour moi c'est le seul vrai club underground de Belgique. En fait, ok, moi qui ai d'accord. été dans tous les clubs, qui ai mixé un petit peu partout, je peux dire que le Rockrill ça marque vachement Ok, toutes les cases, quoi. Et donc on fait une soirée par mois qui s'appelle la Flash Forward, qui est une soirée électronique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres événements multiculturels, des concerts de rock, des concerts en tout genre, etc. Et donc, je mixe une fois par mois à ces soirées ok, électroniques. ok, ok. En faisant un peu des recherches sur Charleroi, je voyais qu'il y avait chaque année, il y a un artiste qui est élu Carolo de l'année. Est-ce que c'est ton goal ultime d'être Carolo de l'année? Alors, pas vraiment, mais moi, mon goal ultime, c'est de faire rayonner Charleroi comme une ville pleine d'entrain, euh, en transition, clairement, parce qu'on a une très mauvaise réputation. Euh, la moitié de la Belgique, d'ailleurs, en Flandre, considère très mal Charleroi et aussi beaucoup à l'étranger. Donc, en fait, moi, ça a toujours été ma mission, c'est de montrer ce club et le faire rayonner à l'échelle belge, à l'échelle internationale, et montrer que en fait, passer une soirée au Rockrill, même il y a des gens de Charleroi, et surtout s'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes revenus, n'ont pas le même background socio-économique, en fait, tu es dans un club où il y a pas de barrière, le public fait un. Il y a vraiment cette homogénéité qui se crée et cette culture où il y a pas de boundaries. Ok, Et ça, c'est magnifique parce que tu vois vraiment un truc qui se crée dans la foule. Et ça, c'est mon but, en fait, par rapport ok. à Charleroi. Intéressant, intéressant. Moi, j'y suis jamais allé. J'aimerais bien. Bah, du coup, si toi tu joues une fois, j'aimerais bien une fois y aller. Et, j'ai pas passé assez de temps à Charleroi en fait dans ma vie. Mais tu viens d'où, toi? Moi, je suis d'ici. Ah Je suis de ouais. Bruxelles. Hein. Je suis de Bruxelles. Toi, t'es de Charleroi de base et t'es venu habiter à Bruxelles. Ouais, pour mon master. Donc, j'ai fait Ok, mon bachelier à Namur en sciences de gestion et mon master à Solvay à Bruxelles. Et donc, bon, je suis restée à Bruxelles. Mais en fait, il y a 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, quand j'étais dans ce down, justement, où je t'expliquais que je remettais tout mon entourage, j'avais joué 2 fois au Rockrill et j'avais tellement aimé ce club. ok, Et en fait, j'ai appelé le boss en disant, écoute, est-ce que tu as de la place dans ta team de résidents? Parce que je savais bien qu'ils avaient un petit peu envie de renouveler. Et il n'y a jamais eu beaucoup de résidents au Rockrill. C'est vraiment un privilège, en fait, ok. pour moi.
Et il a dit: «Ouais, je vais y réfléchir et cetera» et en fait, eux, ils y pensaient depuis longtemps, mais voilà, je pense que ça s'est fait un peu, comme ça, tout seul et pour moi, c'était super important dans le rebondissement, de ma carrière après le low que j'ai eu, il y a quelques années et ça m'a vraiment, en fait, permis de me rapprocher de ma famille, de me rapprocher de mes racines. En fait, je me suis juste posé les bonnes questions, c'est: «Pourquoi tu fais de la musique?» OK, OK, OK. et c'est pour ça, quoi, tu vois? C'est Ouais. pour être proche des gens, pour être proche de mon héritage et ouais, ça m'est venu comme ça, en fait. Je veux passer plus de temps et j'ai un club dans ma région qui est incroyable, d'ailleurs un des seuls clubs, électro en Wallonie, au final D'accord. et c'était ma motivation première, c'était de revenir à la source. OK, intéressant. L'été dernier, il me semble, on t'a vu jouer sur l'Accor, à Tomorrowland, qui est, pour moi en tout cas, une des plus belles scènes, de Mmh. Tomorrowland. J'adore la musique qui y joue, j'adore aussi juste la scénographie. Est-ce que cet été, on va te voir, sur la main stage? La main stage de Tomorrowland. Ah écoute, je vais être franche avec toi, ça a jamais été un de mes objectifs. OK, bah, voilà, c'est intéressant Ça d'en a parler. jamais été un de mes objectifs, parce que bon, tu me connais et c'est vrai que pour moi la musique, c'est un moyen d'être proche des gens, un moyen de faire de l'originalité, d'être créatif. Alors si ça vient dans mon parcours, je serais hyper contente parce que c'est clairement un privilège de mixer Ouais, sur cette main stage Tomorrowland. Mais en même temps, le style de musique qui se reflète sur la main stage, c'est peut-être un petit peu trop, mainstream pour moi OK, ouais, et en fait, tu vois, c'est marrant parce que sur la main stage, tu vois, les styles qui étaient précurseurs, 3 années auparavant ouais, et qui ont un peu, percé, ouais, là maintenant. Par exemple, l'année passée sur la main stage, il y avait énormément de mélodiques techno OK, qui étaient, on va dire précurseurs pour les gens comme moi dans la musique électronique il y a peut-être, 4 ans en avant, tu vois? d'accord. Donc en fait, c'est une confirmation de toutes ces tendances et en fait 4 ans, 3-4 ans, c'est le temps que ça arrive, c'est comme quand tu lances un produit, et cetera, sur le marché, une innovation, c'est un peu le temps que ça arrive, sur le mainstream, quoi. Et ce qui est normal parce que c'est un festival, mainstream, Ouais, ouais, ouais. où il y a une grosse communauté, où la majorité des gens, consomment de la musique électronique, de par les radios, de par les réseaux et cetera et c'est normal que, la musique sur la main stage soit mainstream. Ouais. Dernière, petite question, est-ce que tu aurais un conseil à donner, à un ou une, jeune DJ ou même quelqu'un qui veut juste se lancer, par exemple, dans la musique pour déjà, déjà créer du son, faire du son, peut-être jouer en live et puis, aussi, éventuellement se faire connaître, par exemple? Je pense qu'il faut faire ce que t'aimes et vraiment, commencer ça pour les bonnes raisons, parce que si tu commences pour les mauvaises raisons, tu vas avoir vraiment des high expectations, qui vont pas tout de suite être remplies. Il va y avoir de la frustration et cetera et c'est vraiment pas chouette, de commencer, un parcours comme ça. Mais donc je pense qu'en fait, si tu fais la musique, c'est pour les bonnes raisons. Tu as du temps, tu es patient, et faut vraiment comprendre que ça prend du temps, peu importe tes objectifs et qu'il y a pas de quick win, il y a pas de raccourci. S'il y a des quick wins et s'il y a des raccourcis, en fait, ben, c'est que tôt ou tard, il va y avoir un revers de médaille et OK, il faut être conscient de ça. OK, intéressant, merci. J'ai, encore quelques questions, où tu dois juste choisir l'un ou l'autre, très facile. Café ou matcha? Matcha. Tech house ou techno? C'est dur. Milieu. Un Ah! mélange des 2, vraiment, un mélange OK, des 2. OK, OK, C'est OK. Fuse ou Rockrill? Rockrill, Angèle ou Stromae? Angèle, Méditation ou after? méditation, Mixé en club ou en festival? festival, Dour ou Tomorrowland? Dour, C'est de préparer ou full impro? impro, Ibiza ou Berlin? Ibiza, Charlotte de Witt ou Amélie Lenz? Amélie Lenz. Merci beaucoup, MJ. Merci à toi.